Exercice 1. Complète les phrases suivantes. L'énergie de liaison est l'énergie fournie à un noyau atomique au repos pour le dissocier en nucléons isolés et au repos. Le défaut de masse est la différence entre la masse des nucléons et celle des noyaux. La relation E égale mc carré traduit l'équivalence entre la masse et l'énergie. La réaction de fusion consiste à fusionner deux noyaux légers, tout en libérant une énergie considérable. Dans toutes les réactions nucléaires, les lois de conservation du nombre de nucléons et la conservation de la masse de la charge plutôt, sont respectées. Vrai ou faux, un noyau atomique est plus léger que les nucléons le constituant. Donc la différence c'est le défaut de masse. Suivant les noyaux, l'énergie de liaison est positive ou négative. Donc c'est faux, elle est toujours positive. Parce que la masse des nucléons est toujours supérieure à la masse des noyaux. Une perte de masse correspond à une libération d'énergie. C'est vrai, c'est la masse qui se transforme en énergie. La réaction d'équation est une fission plutôt. Donc c'est plutôt une fusion et non une fission. Pour une réaction qui s'accompagne de libération d'énergie, la variation d'énergie du système delta E est positive. Elle est négative. L'équation suivante respecte les lois de Soddy. Donc, le nombre de masses pour les réactifs, c'est 236. Et pour les produits, c'est 236. Nombre de charges, 92. Et 92 de l'autre côté. Donc, c'est respecté. 1 kV. Donc, le kilo, c'est 10 à la puissance 3. Ce qui nous fait 10 à la puissance moins 16. Dans la relation EL égale défaut de masse multiplié par C carré, si l'énergie est exprimée en joules, il faut exprimer le défaut de masse en le joule, c'est l'unité internationale des énergies. Par conséquent, il faut exprimer la masse avec l'unité internationale des masses qui est le kilogramme. L'énergie de liaison des noyaux Cu2963 vaut 551 MeV. Son énergie par nucléon vaut, donc son énergie de liaison par nucléon vaut, donc le nombre de nucléons c'est 63, on va diviser 551 MeV par 63, ce qui nous fait 19 MeV. Dans un réacteur nucléaire à eau sous pression, les neutrons issus de la réaction en chaîne puis ralentis par l'eau sont appelés des neutrons longs ou neutrons thermiques, car ils sont en équilibre thermique avec le milieu dans lequel ils se déplacent. Le combustible et le modérateur sont à une température de l'ordre de 300 degrés C. Que peut-on dire de la température des neutrons longs? Question 2. Les neutrons longs ont une vitesse de 2,2 km/s-1. Calcule l'énergie cinétique d'un neutron en électronvolts.
Donc la température elle est moyenne. Énergie cinétique EC est égal à 1 demi mv carré. La masse est exprimée en kilogrammes. L'énergie doit être exprimée en joules. Donc il faut convertir la vitesse en unité internationale, qui est le mètre par seconde. Le kilomètre c'est 10 à la puissance 3, donc on remplace, ça nous fait une énergie de 4,0533306 10 à la puissance moins 21 joules. On nous demande de la convertir en électron-volt. La relation d'équivalence ou de conversion à un électron-volt est égale en joule. On sort le joule et on remplace dans la valeur précédente. Ce qui nous fait 2,52, 44, 10 à la puissance moins 2 électron-volts. Exercice 6 montre que l'énergie de masse correspondante à une unité de masse atomique vaut 931,5 MeV. Donc, énergie de masse, c'est mc carré. La masse vaut 1 U, donc on a U c carré. Le U en kilogrammes, elle vaut ça. C, c'est 3, 17 puissance 8, le tout au carré. Ce qui nous fait une énergie de 14,94 486 10 à la puissance moins 11 joules. On doit la convertir en électron-volt ou en MeV, ce qui nous fait 932,5 10 à la puissance 6 électron-volts. Le 16 c'est le M, c'est le méga, donc on enlève le 16, on le remplace par MeV. Ce qui nous fait en fin de compte 932,5 MeV, ce qui est à peu près égal à la valeur demandée. La différence est due aux valeurs prises lors du calcul. Un calcul plus précis va nous donner 931,5 MeV. On déduit l'énergie de masse du proton. Donc MP fois C carré. Le MP en unité atomique c'est 1,00728 U fois C carré. Or, le U C carré, on l'a là, c'est l'énergie d'une unité atomique. Donc on la remplace par EU. Donc dorénavant, on va remplacer le U fois C carré par 931,5 MeV. Donc rappelez-vous de ça. À chaque fois qu'on trouve U C carré, on le remplace par 931,5 MeV. De toute façon, lors des exercices ou les devoirs, on vous donne cette expression. Exercice 7. Pour le noyau de silicium Si1428, l'énergie de liaison est 236,52 MeV. Question 1. Définis l'énergie de liaison d'un noyau. Donc on vient de l'avoir sur un exercice précédent. L'énergie de liaison est l'énergie qu'il faut apporter à un noyau d'atomes au repos pour le dissocier en ses nucléons isolés et au repos. Pourquoi le repos? Parce que s'ils sont en mouvement, ils auront en plus de ça
une énergie cinétique. Question de définir le défaut de masse d'un noyau. Le défaut de masse d'un noyau est la différence entre la masse des nucléons isolés et au repos et la masse des noyaux au repos. Question 3. Calcule le défaut de masse du noyau de silicium 28 en kg puis en unité de masse atomique. Donc on a l'énergie de liaison delta M fois C carré. On cherche le delta M qui vaut EL sur C carré. Et on remplace. L'énergie est exprimée en MeV alors que la vitesse ou la célérité de la lumière est exprimée en unité internationale. Donc il faut convertir ou bien la vitesse ou bien l'énergie. Donc on convertit l'énergie, on remplace le MeV, on convertit le MeV en joules. Ce que nous fait en fin de compte un défaut de masse de 0,42101 10 à la puissance moins 27 kg. Donc on nous demande de la convertir en unité atomique. Donc 1 U est égal, soit 1 kg est égal, et on remplace dans la valeur déjà calculée. Ce que nous fait un delta M de 0,25354 U. Exercice 8. Quelle est la composition d'un noyau d'aluminium? Al1327. On a 13 protons et 27 moins 13, ça fait 14 neutrons. Calcule la masse de ces nucléons en unité de masse atomique. Donc la masse des nucléons est égale le nombre de protons multiplié par la masse d'un proton plus le nombre de neutrons multiplié par la masse d'un neutron. On prend les masses en unité atomique qui est donné lors des devoirs et on a la masse des nucléons est égale 27,21588 U. Question 3. Le noyau d'aluminium a cependant une masse de 26,974 U. Quel nœud donne-t-on à l'écart entre la masse des nucléons et celle des noyaux? Calcule sa valeur. Donc le nom de la différence entre la masse des nucléons et la masse des noyaux, c'est le défaut de masse. Pour calculer sa valeur, on a delta M est égal masse des nucléons moins la masse des noyaux. Ce qui nous fait un delta M est égal 0,24188 U. Question 4. Explique l'origine énergétique de cet écart. Il y a répulsion entre les charges positives des protons d'un noyau. Pour qu'ils cohabitent dans le même noyau, une interaction forte est appliquée. L'application d'une force coïncide avec un transfert d'énergie. Le défaut de masse est converti en énergie de cohésion des noyaux. Exercice 9. Le défaut de masse de l'oxygène O816 a une valeur de 2,27484 10 à la puissance moins 28 kg. Calcule la masse de ce noyau en unité de masse atomique.
Donc on a le défaut de masse et on nous demande de calculer la masse des noyaux. On a delta M est égal à la masse des protons moins la masse des noyaux. On tire la masse des noyaux qui vaut la masse des neutrons moins le défaut de masse. On a toutes les données, donc on peut passer à l'application numérique. Les masses des protons et des neutrons sont données en unité atomique, mais le défaut de masse est donné en unité internationale, donc il faut convertir. Ce que nous fait en fin de compte, la masse des noyaux vaut 15,99053 U. Question 2. À quelle fraction de masse du noyau correspond le défaut de masse? Exprime le résultat en pourcentage. Donc on a la fraction delta M sur la masse des noyaux, qui représente, donc on la calcule, puis on la donne au pourcentage. Donc pour la donner en pourcentage, on multiplie la valeur par 100. Ce signe représente divisé par 100, donc on multiplie et on divise par 100. La division par 100, c'est ce symbole. Question 3. Quelle est l'énergie de liaison de ce noyau en joules? Donc l'énergie de liaison, c'est delta M fois C carré, soit EL est égal à 0,1370 U C carré. 1 U c'est 1,6, etc. Et on remplace, puis on calcule. Toutes les unités sont maintenant en unité internationale, donc la valeur de l'énergie sera donnée en joules. Calcule l'énergie de liaison de ce noyau en MeV. Donc on a une conversion. Donc on a parlé à plusieurs reprises de la façon pour convertir les unités. Donc on cherche l'unité désirée et on remplace à chaque fois. Exercice 10. Selon un processus appelé alpha proton, le bombardement de noyau d'azote 14 par des particules alpha fournit un noyau d'oxygène 17 et libère un proton. Écrit l'équation de la réaction. Donc on a un bombardement de l'azote, on a azote plus proton, qui est donc bombardement de noyau d'azote par des particules alpha, plutôt par des particules alpha. Donc on a azote plus particules alpha qui donne oxygène plus proton. Donc la loi de Saury est bien respectée. 14 plus 4 ça fait 18, 17 plus 1 ça fait 18, 7 plus 2 ça fait 9, 8 plus 1 ça fait 9. Question 2. Dans l'expression de la variation de masse en fonction des masses des entités mises en jeu dans cette réaction, calcule sa valeur. Donc le défaut de masse, ou la variation de masse plutôt, c'est pas le défaut de masse, c'est la variation de masse, est égal à la somme des masses des produits, moins la somme, il faut ajouter là la somme. Donc c'est la masse des produits moins la masse des réactifs. On a toutes les données, on calcule.
Donc on a delta M égale 0,0127 U. Question 3. Calcule la variation de l'énergie associée à cette réaction en joules et en MeV. Commande son signe. Donc la variation d'énergie, c'est la variation de la masse multipliée par C carré. Ce que nous fait en MeV, ça, il faut la convertir en joules. Voilà. Donc on a un signe positif, c'est-à-dire que le système reçoit de l'énergie. On lui donne de l'énergie. Il ne libère pas de l'énergie, elle absorbe de l'énergie. Sous quelle forme est apportée l'énergie nécessaire à cette réaction? Donc en lisant l'énoncé, on a un bombardement de particules alpha, avec des particules alpha. Donc les particules alpha arrivent avec une certaine vitesse, donc elles ont une énergie cinétique. Donc l'énergie est apportée sous forme d'énergie cinétique. On a un bombardement, donc l'énergie apportée sous forme d'énergie cinétique. EC égale 1 demi mv carré. Exercice 11, le noyau de cobalt CO2963 a une masse de 62,91,36,9 U. Calcule le défaut de masse de ce noyau de cuivre. De cobalt plutôt, ou de cuivre. Non, c'est le cuivre. Donc, il y a une erreur là, il faut la corriger, c'est le CU. Le 29, c'est le CU, c'est le cuivre. Donc, on sait que delta M égale Z fois MP plus N fois Mn moins la masse des noyaux, ce qui nous fait un défaut de masse de 0,59187 U. Calcule l'énergie de liaison de ce noyau en MeV. Donc, il suffit d'appliquer la relation entre la masse et l'énergie. Ça nous fait une énergie de liaison de 551,326905 MeV. Question 4. Dans quelle zone de la courbe d'Aston se trouve-t-elle? Ou plutôt, calcule l'énergie de liaison par nucléon. C'est la question 3. Donc, par nucléon, on divise par A, c'est-à-dire le nombre de nucléons, ce qui nous fait 1, 8,75122 MeV. Donc, la question suivante, c'était dans quelle zone de la courbe d'Aston? Donc, c'est la zone de stabilité. Parce que pour une énergie de liaison par nucléon supérieure à 8 MeV, le noyau est stable. En 1938, les Allemands Otto Hahn, Lise Meitner et Fritz Strassmann bombardent l'uranium Z92 avec des neutrons. Ils mettent en évidence la formation de barium Z56. En mars 1939, l'équipe de Frédéric Joliot-Curie met en évidence la libération de neutrons. Quel argument leur permet d'affirmer qu'il y a scission? Le bombardement a produit un noyau plus léger, passage de Z92 à 56.
Et selon la loi de Soddy, conservation de nombre de charges, un autre noyau est produit. Donc un noyau lourd qui donne deux noyaux légers. Donc c'est une fission. Écrit l'équation de la fission de l'uranium 235 en supposant qu'il se forme du krypton 91 et des baryons 142. Donc si on applique la loi de Soddy, on verra que le nombre de charges est conservé, 92, mais le nombre de masses qui est de 236 n'est pas conservé. Donc il faut ajouter quelque chose. Donc le quelque chose aura une charge nulle et une masse A, un nombre de masse A. La seule particule qui a une charge nulle, c'est le neutron. Donc il y a production de neutrons. Et il y a production exactement de 3 neutrons pour que le nombre de charges de masse soit conservé. Question 3. À quelles conditions se produit-il une réaction en chaîne? Donc si on observe l'équation de la réaction, on a production de 3 neutrons. 3 neutrons qui vont bombarder 3 noyaux d'uranium. Et les 3 noyaux d'uranium vont produire 9 neutrons. Et ainsi de suite. Donc, la réaction sera en chaîne. Il y a un enchaînement. Et s'il n'est pas contrôlé, on a une explosion. Exercice 13. La fusion d'un noyau d'uranium 235 libère environ 200 MeV. Cette réaction s'accompagne-t-elle d'une perte ou d'un gain de masse? Donc on a une perte d'énergie et ça veut dire qu'on a une perte de masse. C'est la masse qui se convertit en énergie libérée. Calcule la variation de la masse correspondante. Donc delta E est égal à delta M fois C carré. On cherche le delta M. Moins, donc pourquoi le moins? Parce qu'il y a perte d'énergie. Le système a perdu de l'énergie. Donc on a moins de 100 MeV sur C carré. Soit moins de 100 fois M C moins 2. Et on remplace le MeV C moins 2 par 1 U sur 931,5. Ce que nous fait en fin de compte une variation de masse de 0,21471 U. Calcule l'énergie libérée par 1 g d'uranium 235, puis par 1 g d'uranium enrichi, sachant qu'elle est constituée de 3,7% d'isotope 235. Il faut d'abord déterminer le nombre parce que l'énergie libérée donnée est pour un seul noyau. Donc il faut chercher combien de noyaux on a dans 1 g d'uranium. Donc le nombre c'est la quantité de matière multipliée par la constante d'Avogadro. Et la quantité de matière c'est la masse sur la masse molaire. Ce que nous fait un N de 4,25 10 à la puissance 20. Donc pour l'uranium enrichi, on a uniquement 3,7%, c'est-à-dire on multiplie par 3,7 et on divise par 100. On a un nombre N' est égal à 1,57 10 à la puissance 19.
Donc, on calcule l'énergie libérée par. Donc, on a vu comment trouver le nombre de noyaux dans le 1 gramme. Donc, ce nombre de noyaux, on va le multiplier par l'énergie libérée par un noyau, qui est de 200 MeV, et on trouve l'énergie libérée. La combustion d'une tonne de pétrole libère une énergie de 42 fois 17 puissance 9 joules. Combien de kilogrammes de pétrole faut-il faire brûler pour récupérer autant d'énergie que la fission d'un gramme d'uranium enrichi? Donc l'énergie libérée par 1', c'est 3,14 17 puissance 21 MeV. Puisque l'énergie fournie par le pétrole est donnée en joules, il faut convertir en joules. Donc on a 503,2792 mégajoules. Nombre de kilogrammes de pétrole. Une tonne, c'est-à-dire 1000 kg, libère 42 fois 10 à la puissance 9 joules. X kilogrammes vont libérer l'énergie demandée, soit 11,98 kg. Exercice 14, l'isotope 40 de potassium est l'un des principaux noyaux responsables de la radioactivité naturelle, même s'il ne représente que 0,017% des potassium naturels. 99% de ces noyaux se désintègrent en calcium 40. Définis le mot isotope. Deux noyaux atomes ou atomes sont des isotopes s'ils ont le même nombre de charges Z, mais de nombre de masses A différents. Question 2. Écris l'équation de désintégration des potassium. Précise le type de radioactivité. Donc on a K qui est dans le calcium 40, le potassium 40 qui est dans le calcium 40. Sur le tableau périodique, on trouve les Z, 19 pour le potassium et 20 pour le calcium. En appliquant la loi de Soddy, on trouve que la particule produite est un électron. Donc, c'est une activité type β-. Calcule la variation de masse au cours de cette désintégration. Delta M est égal donc la masse des produits moins la masse des réactifs. Ce qui nous fait moins 0,0138 U. Donc une perte de masse. Le moins, ça indique une perte. Calculons MeV l'énergie libérée pour la transformation d'un noyau. Donc delta E c'est delta M, la variation de masse multipliée par C carré. On remplace. On a moins UC carré. Et rappelez-vous, le UC carré, c'est le 931,5 MeV. Un litre de lait a une activité de 80 becquerels. En supposant que cette valeur est uniquement due à la désintégration du potassium 40, calcule en joules l'énergie libérée quotidiennement par cet échantillon. Donc on rappelle l'activité, c'est lambda fois le nombre de noyaux actifs, et
La constante de radioactivité, c'est Ln2 sur T1,5, soit Nt qui est égal à A sur lambda, et lambda, c'est Ln sur T1,5 qu'on remonte vers le haut, ce qui nous donne à T fois T1,5 sur Ln2. Donc le calcul nous donne un T égale 4,54 55 10 à la puissance 18. Delta E prime est égal à 1T fois delta E. Donc le delta E, c'est l'énergie libérée par un seul noyau. Et on a un T noyau. Ce qu'on fait, une énergie libérée par l'échantillon est de moins 5,85 532 MeV. Exercice 15. Le plutonium est un élément chimique produit par les réacteurs nucléaires à partir de l'uranium. Donc c'est le déchet de la réaction d'uranium. Une tonne de combustible nucléaire qui a fonctionné pendant 4 ans contient plus de 10 kg de plutonium, dont la moitié environ des isotopes 239. Le plutonium est un métal chaud au toucher et pyrophorique, c'est-à-dire sous forme de poudre. Il s'enflamme à l'air libre. Son isotope 239 est fissible. Elle présente une radioactivité alpha et gamma. L'activité d'un gramme de plutonium est 239 et de 2,30 10 à la puissance 9 becquerel. Et sa demi-vie est de 24 400 ans. Question 1. Définis le terme fissible. Un noyau est difficible si ce sont des intégrations dans deux noyaux plus légers. Question 2. Écris l'équation de désintégration des plutonium 239. Donc on a dit qu'il a une activité alpha et gamma. Donc activité alpha, c'est-à-dire qu'il produit des noyaux d'hélium. Gamma, c'est le rayonnement. Donc en appliquant la loi de Soddy, on a 94 moins 2, ce qui nous fait 92. Sur le tableau périodique, on trouve que c'est l'uranium. Et le 239 moins 4, ça nous fait 235. Question 3. Calculons en joules l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau, puis celle de 5 kg de plutonium 235 pendant une seconde. Donc la libération d'énergie, c'est la variation de la masse, la différence de masse des produits qui sont l'uranium et l'hélium, moins la masse des réactifs qui est le plutonium. Donc en multipliant par 931,5 MeV, parce qu'on a remplacé le UC carré. Donc l'énergie libérée par un noyau est de moins 5,24 43,45 MeV. Donc on nous demande de calculer aussi l'énergie libérée par 5 kg.
Bon, j'ai pas fait attention, j'ai pris 1 gramme au lieu de 5 kg, donc le calcul est à peu près similaire. Donc 1 gramme, il faut calculer le nombre de noyaux dans 1 gramme. On l'a vu sur l'exercice précédent et on trouve une énergie de moins 2,2339 10 puissance 21 MeV. Donc là, le calcul c'est pour 5 kg puisqu'on a pris l'activité de l'échantillon. Donc il faut corriger uniquement là. « 5 kg. Après l'activité de l'échantillon qui contient 5 kg de plutonium. Question 4. Quelle durée est nécessaire pour que l'activité de ce plutonium soit divisée par 1000? Donc là, on revient à la leçon précédente, c'est un rappel. Donc l'activité est égale à t est égal à 0 fois exponentielle moins lambda t. On a AT sur A0 est égal à exponentielle moins lambda t et on fait intervenir le ln. Donc là, il faut ajouter le ln. Donc on a AT sur A0 est égal à exponentielle moins lambda t. Pour éliminer l'exponentielle, on fait intervenir sa fonction inverse qui est le ln. Donc ln de AT sur A0 est égal à ln de exponentielle moins lambda t. Le ln élimine l'exponentielle, il nous reste moins lambda t. Soit t est égal à 1 sur lambda ln de A0 sur AT. Et on l'a vu tout à l'heure, le lambda c'était un demi, le 1 sur lambda c'était un demi sur ln2. Donc on a toutes les données, on peut passer au calcul, ou plutôt l'activité, on nous demande le temps nécessaire pour que l'activité soit divisée par 1000. Donc l'activité finale demandée est A0 sur 1000. En remplaçant AT par A0 sur 1000, les A0 vont se réduire et le 1000 qui est en bas va monter en haut. Donc le T c'est T1 demi sur ln2 multiplié par ln de 1000, soit 243 165, quelque chose ans. Donc, disons une éternité. Donc, le déchet d'un réacteur nucléaire qui a fonctionné pendant 4 ans demande une éternité pour être dissipé, ou son activité soit dissipée. Bon, 243 000 ans. Bon, il faut une éternité.
Exercice 16. Dans les étoiles appelées géantes rouges, comme Antares de la constellation du Scorpion, la température est voisine de 100 millions de degrés. L'étoile a épuisé son hydrogène initial. C'est au tour de l'hélium de se transformer en carbone, oxygène, néon, etc. Donc on l'a vu en cours, les étoiles sont des producteurs d'atomes. Au départ, c'est l'hydrogène qui se transforme, et après épuisement d'hydrogène, on passe au noyau suivant, qui est l'hélium. La nucléosynthèse du carbone peut être modélisée par la réaction d'équation. 1. Calcule la variation de masse associée à cette réaction. Donc la variation de masse, on a la masse des produits moins la masse des réactifs. Calcule en MeV l'énergie libérée par cette réaction. Delta E est égal à delta M fois C carré. En examinant le nombre de nucléons et le nombre de charges de beryllium, propose une réaction de fusion qui forme les noyaux de beryllium, écrit son équation. Bon, on va voir le corrigé des trois, puisque les deux premiers, on a vu des exemples sur les exercices précédents. Donc le beryllium a 4 comme nombre de charges et 8 comme nombre de masse. Si on prend 2 hélium, ça nous donne le résultat demandé. Donc on peut produire des beryllium à partir de la fusion de 2 noyaux d'hélium. Ou bien on a l'hydrogène 2 avec l'hélium qui donne le beryllium. Donc on a deux possibilités. Et puisque dans l'énoncé on dit que l'hydrogène a été épuisé, ça veut dire que pour produire le beryllium, la géante rouge va fusionner deux noyaux d'hélium. En fait, le noyau de beryllium est peu stable et se décompose souvent en deux particules alpha. La formation de carbone dans les géantes rouges est appelée processus triple alpha. Explique ce terme. Donc là, les données, je ne les ai pas montrées. Voilà. Donc les données pour calculer la variation de masse. Signification des processus triple alpha. La réaction est une fusion de trois particules alpha. Exercice 17. Depuis les travaux de Lavoisier au XIIIe siècle, la conservation de masse fait partie des lois qui régissent, c'est plutôt le 18e, pas le 13e, le 18e. La conservation de masse fait partie des lois qui régissent la transformation chimique, que prévoit cependant la relation d'équivalence entre la masse et l'énergie. Donc, lors des réactions chimiques, on dit que la masse se conserve, c'est-à-dire que la masse de départ avant la réaction est égale à la masse en fin de réaction. La masse se conserve. Mais que dit la relation d'équivalence masse-énergie? Elle dit qu'il y a une variation de masse. E est égal à delta M fois C carré. Delta E est égal à delta M fois C carré. En 1900,
8. Le chimiste allemand Landoltz choisit une transformation chimique pour analyser ce paradoxe. Elle effectue des mesures de masse extrêmement précises avant et après cette transformation. Sur une masse totale initiale de 300 grammes, elle ne peut déceler à l'état final aucune variation dépassant la sensibilité de la valence, qui est de 0,00003 grammes. Avec quelle incertitude relative peut-on affirmer que la transformation ne s'accompagne pas d'une variation de masse? Donc l'incertitude relative, c'est l'incertitude absolue sur la masse, qui nous donne 10 à la puissance 5%, c'est-à-dire 100 000%. Donc, 3. La combustion complète de propane produit 2 10 à la puissance 3 kJ par mol. Calcule la perte de masse théorique lors de la transformation d'une mol de propane. Donc le delta M c'est delta E sur C carré, et on calcule, on trouve 0,02222 10 à la puissance moins 13 grammes. Doit-on remettre en question la conservation de masse? La variation de masse est négligeable, donc la loi de conservation de masse reste valable. Voilà, c'est tout. Bonne chance.